Bonjour à tous, nous sommes le 29 février 2024 et nous recevons pour la deuxième fois Gisèle. Alors on va brosser rapidement le parcours de Gisèle qui est camerounaise d'origine, qui est allée s'installer pour plusieurs années en Norvège. Alors en Norvège, ses ennuis ont commencé vers 2021 puisqu'elle a refusé l'injection vaccinale et elle a été à ce moment-là l'objet d'une persécution absolument extraordinaire de la part des Norvégiens et ensuite elle a eu droit à l'enfermement psychiatrique policier et nous en étions restés au moment où elle allait sortir de cet établissement. Voilà Gisèle, c'est à vous. Oui, sortie de l'établissement, mais je ne sais pas si j'ai parlé de comment je suis arrivée à l'hôpital. Je ne me souviens pas. Si, si, Est-ce que si, j'ai si, si, expliqué si, ça? si, si, Ah, d'accord. ça vous l'avez Ok. fait. Alors, on est à la sortie d'hôpital. Est-ce que vous pouvez Alors, rappeler le nom de cet hôpital et l'adresse, enfin le... voilà, l'hôpital Saint-Olaf de Trondheim. Ça dit, j'ai été arrêtée à Oslo et j'ai passé un séjour dans l'hôpital psychiatrique d'Oslo et on m'a transférée à Trondheim par avion avec deux policiers et tout le tralala. Et c'est à Trondheim que j'ai fait 5 mois et demi parce que c'est là-bas le QG de toute cette organisation. C'est là-bas qu'on traite tous les faux malades sont là-bas. C'est une concentration. D'accord. Et c'est là-bas que tout le monde est complice, ainsi que la directrice de l'hôpital. C'est ça. Voilà. Bien, nous, on notera. Oui. Voilà, elle en fait partie. C'est de là que je sors et puis je retourne vivre à Oslo et c'est pas possible et je décide de quitter la Norvège. Et là, je quitte la Norvège, je vais en Suède, ils me suivent. Je pense que j'ai parlé de ça aussi, non? Oui, oui, vous en avez parlé, mais rappelez rapidement la manière dont vous allez sortir de Norvège. C'est très compliqué avec l'épisode donc de l'aérodrome et tout et tout. Donc Voilà. voilà. Mais donc vous allez quand même finir par y arriver. Et racontez-nous un peu dans quelles circonstances précises votre départ de Norvège. Bah, à la fin, puisque j'avais gagné à la cour, ils ne pouvaient plus m'empêcher de quitter le pays. Mais ils pouvaient seulement me suivre. Alors, à partir de ce moment-là, je me fais suivre avec les brûlures partout. Donc, j'ai un ami qui m'amène en voiture jusqu'en Allemagne. Et je me fais suivre jusqu'en Allemagne et puis je me fais suivre jusqu'en Suisse. Et je pense qu'en Suisse, je serai en sécurité parce que la Suisse est un pays neutre. Et je décide donc de m'installer en Suisse. Je vais à Neuchâtel. Et je me rends compte que la Suisse n'est plus du tout neutre parce que la police n'était pas, elle n'a pas travaillé pour moi tellement. Enfin, j'ai rien contre eux, mais la policière m'a dit, vous êtes sûr que vous êtes brûlé avec une arme à micro-ondes et vous êtes encore en vie? J'ai dit oui, je suis encore en vie. Et puis après, ils n'ont pas donné une vraie suite, il n'y a pas eu un suivi. Et il y avait aussi ce flic-là qui était complice, qui me suivait partout en voiture de police. Alors j'ai compris que la Suisse aussi était mouillée, hein, parce que je suis restée quand même assez quelques temps. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai étudié la situation, je me suis dit peut-être qu'au Cameroun, je serais mieux. Mais je ne savais pas qu'au Cameroun, c'était possible qu'on me suive aussi là. J'avais aucune idée qu'ils pouvaient s'installer aussi au Cameroun. Ok. Alors moi, j'arrive le jour de mon départ. Donc vous êtes vous êtes en Suisse là. Et comment allez-vous partir de Suisse? Non, j'achète un billet et je décide de partir vite. Je suis restée un bon moment en Suisse. Et puis après, j'en pouvais plus parce que c'était les brûlures tout le temps. J'en pouvais plus des brûlures. Et il y avait ces engins lumineux qui étaient au-dessus de la maison, de l'immeuble où j'habitais à Neuchâtel. C'était au-dessus, c'était toujours là. Et chaque fois que je changeais d'endroit, je voyais un électricien qui venait travailler au poteau d'à côté. 2-3 jours après. Et puis après, j'ai compris qu'il y avait un lien avec l'électricité, mais je ne sais pas comment. Parce que même quand j'allais au fin fond de l'immeuble, j'étais brûlée là-bas au fin fond de l'immeuble. Parce qu'une fois, j'ai essayé d'aller dormir dans la cave en bas.
Et même là-bas dans la cave en bas, j'ai été brûlée de la même façon que quand j'étais au 5e étage où j'habitais. Donc je me suis dit, je vais au Cameroun, pensant qu'au Cameroun, je serais en paix. Et j'achète un billet et je prends l'avion en Suisse, mais j'ai pris Air France. Et je descends donc à Paris et je suis au départ de Paris, je me rends compte qu'il y a des mercenaires qui veulent voyager avec moi, mais qui me suivent moi. Parce que j'étais assise dans la salle d'attente et ce monsieur est arrivé. Et il ressemblait tellement à un mercenaire, c'était tellement évident. Et la bêtise qu'il a faite, c'est qu'en arrivant, bon, je ne vais pas vous dire ce qu'il a fait, que je l'identifie, parce qu'après, ils vont modifier, donc je ne vais pas le dire. Mais il a fait quelque chose, et puis j'ai su qu'il était là pour moi. Et j'ai su aussi que c'était un mercenaire, parce qu'il ressemble à un militaire. De toute façon, les militaires, quand on a un peu, on sait, ils n'ont plus la même... Ils sont plus comme les autres, je sais reconnaître un militaire même quand il est en civil. Donc lui, il était un militaire et ça se voyait. Et il était là pour partir avec moi parce que à la dernière minute, il est arrivé comme si son billet d'avion venait d'être acheté ou je sais pas. Et quand j'étais sûre que qu'il était là pour moi, j'ai donc appelé le Cameroun. Et dès que j'ai appelé le Cameroun, il a compris lui aussi que j'avais compris. Et là, lui, il va annuler son départ au Cameroun à 5 minutes. C'est-à-dire qu'on était déjà à la porte de l'avion, on avait fait tout. Et là, à la sortie, la dernière sortie pour entrer dans l'avion, il demande à annuler son vol. Mais sauf que, il n'y avait pas que lui qui voyageait avec moi, il y avait un autre que moi, je n'avais pas encore remarqué. Je le remarque maintenant quand on monte dans l'avion, lui, et je comprends qu'il y a quand même quelqu'un qui voyage avec moi, mais j'avais déjà prévenu le Cameroun que j'arrivais avec quelqu'un qui me suivait. Alors, j'arrive à l'aéroport. Lui, il était en première et moi, j'étais derrière, bien sûr. Donc, il est descendu avant moi. Donc, je ne l'ai pas vu partir. Il avait, à mon avis, il avait déjà passé la douane quand je suis arrivée. Parce que quand moi, je suis arrivée à la douane, j'ai essayé de montrer qui il était, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, on a pris ma plainte à l'entrée du Cameroun et j'ai déposé ma plainte et tout. Et ils ont dit, bon, mais eux, ils ne connaissaient pas ces armes, ils ne savaient pas de quoi on parle. Pour vous dire à quel point le Cameroun était naïf, ne savait rien, c'est quand j'arrive au Cameroun qu'au Cameroun, le Cameroun découvre tout sur les armes à énergie dirigée. Ils ne sont pas au courant de ça. Pour eux, ça n'existe pas. Donc, la première fois que j'arrive au service secret, je dis, c'est des armes à énergie dirigée, ils me suivent avec ça, ça, ça. Ils me regardent comme, mais de quoi elle parle? Mais c'est une folle. C'est pas normal, de quoi elle parle? Et là, l'agent me dit, écoutez, je sais pas de quoi vous parlez parce que moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais je vais vérifier pour savoir si ça existe. Et bien, quand il finit de vérifier, il me revient, il commence à faire des 100 pas en disant, waouh, alors ça existe, c'est vrai tout ça. Et il n'en revenait pas et moi, j'en revenais pas. À quel point eux, ils avaient réussi à cacher à d'autres pays comme le mien, comme ici au Cameroun, quoi, qui n'étaient pas au courant de ces armes. En fait, le Cameroun est au courant de ces armes maintenant parce que je suis arrivée avec ma plainte. C'est bien, parce que c'est bravo. Après ça maintenant oui, qu'ils se mettent. Oui, bravo Gisèle. Simplement, je voulais rappeler aux auditeurs que nous avons la certitude que en Norvège, nos excellents voisins européens norvégiens vous ont implanté durant vos séjours de force là-bas. Hein. Oui, je ne sais pas. Est-ce que j'ai raconté comment on m'a implanté? Oui. Je pense qu'on m'avait arrêté, attaché? Oui. Ah, d'accord. Ok, voilà. Oui, c'est une évidence. Ce n'est plus des soupçons, c'est une évidence. Alors, j'arrive donc à la douane, ils prennent la plainte, ils me disent, bon, on va suivre, mais vous allez nous aider. Parce que nous, on ne sait vraiment pas de quoi il s'agit. C'est ça qui m'amène. Ma plainte va maintenant jusqu'à la police judiciaire, qui l'envoie à la direction de la police judiciaire, qui l'envoie au service secret, en fait, de contre-renseignement. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Quelque chose comme ça. Voilà. Et quand ça arrive là-bas, là, c'est le plus haut niveau. C'est là-bas que je découvre qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence même de ces armes. Et puis que c'est maintenant qu'ils se renseignent. Parce que maintenant, ils savent tout. Hein, maintenant, ils sont au courant de tout parce qu'ils se sont formés. Hein. Oui, depuis mon affaire, ça fait 2 ans. Maintenant, chapeau, chaque fois que je parle d'un truc... on ferait bien de former
les Camerounais feraient bien de venir former les petits salauds dans les services de police et de médecine ici en Belgique, hein. Oui, 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 je pense qu'ils le font. Parce que maintenant, chaque fois que je suis dans une institution judiciaire un bureau de police ou de gendarmerie, il y a des trucs dont je parle et ils sont au courant. Pourtant, quand je venais d'arriver en 2021, ils n'étaient jamais au courant de quoi que ce soit. Mais maintenant, je pose une question, je dis, est-ce que vous connaissez telle chose? Ils disent, ah, oui, 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 on connaît. Non, je me suis dit, waouh, ils se sont formés depuis 2 ans. Alors, là, quand on découvre tout ça, ils ne me disent pas à moi qu'ils vont faire une enquête. Ils me disent, bon, on va voir ce qu'on peut faire, on vous rappelle. Ben, ils vont voir ce qu'ils vont faire, ils me rappellent, j'attends. Je sais quand même qu'ils avaient convoqué tous les membres de ma famille, l'endroit où je vivais, et qu'ils avaient interviewé tout le monde pour savoir tout. Et puis, ils disaient qu'ils allaient passer sur le terrain pour les engins lumineux qui traînaient au-dessus de chez moi et que j'accusais de me jeter toutes sortes de flèches. Le jour où ils avaient dit qu'ils allaient passer, j'attends, je vois personne, j'attends, il ne se passe rien. Et je me dis, bah, si ça bloque ici, ça veut dire, bah, c'est fini pour moi. Il faut que je quitte le pays. Ça va pas. Bon, je décide de me sauver en Centrafrique. Alors ici, j'avais juste le passeport canadien. J'ai pas de passeport camerounais, donc j'étais pas capable de sortir du Cameroun pour aller en Centrafrique sans visa. Alors je décide de refaire ma nationalité camerounaise. Alors je cherche avec mon certificat de naissance, je vais au palais à la mairie, au palais de justice, je refais ma carte d'identité. Ce qui me donne le droit de sortir du Cameroun sans visa pour aller en Centrafrique parce que c'est un pays limitrophe. Alors, je traverse en Centrafrique en voiture. Et je suis suivie jusqu'en Centrafrique. Pour m'accompagner en Centrafrique, ils avaient fait une sorte au-dessus de la voiture qui m'amenait en Centrafrique, comme une sorte de ciel étoilé. Mais ce n'était pas les étoiles, c'était toujours les engins lumineux. Mais ils ont fait comme si ils en avaient mis plusieurs, comme une trentaine au-dessus. Et qui était toujours au-dessus de la voiture qui m'amenait. Parce que j'avais voyagé dans une petite voiture que conduisait le chauffeur de la fille de l'ancien président de la Centrafrique. Je ne la connaissais pas, je suis tombée dessus par hasard. Moi, je tombe toujours sur des choses comme ça par hasard. Alors, je suis tombée sur elle par hasard, elle partait, on m'a proposé de voyager avec elle et j'ai accepté, je ne savais pas encore qui c'était, je l'ai su dans la route. Et j'ai essayé de montrer aux gens qui étaient avec moi dans la voiture que, mais regardez ces étoiles qui nous suivent, c'est pas des étoiles, et ils me jetaient l'acide dans la voiture, hein, en route. Et mais les gens, quand ils levaient les yeux, ils voyaient des étoiles, ils étaient en plein jour, hein, mais ils voyaient des étoiles, donc ça les dérangeait pas plus que ça. Pour eux, c'est moi qui étais dérangée, donc j'ai pas insisté. Mais sur la route, on a rencontré un camion des Wagner, parce que ça, c'est un pays où il y a les Wagner carrément partout, même dans la brousse. Alors, on a rencontré un camion d'eux, et dès que le camion est apparu loin, tout le ciel étoilé s'est déplacé dans la forêt à droite, il a disparu de la route. Alors, j'ai compris que soit le ciel étoilé était géré par quelqu'un dans une voiture, ou alors, mais en tout cas, ils avaient vu sur la route où j'étais. Alors, il s'est déplacé dans la forêt et moi, je le voyais loin là-bas subitement. Et là, j'ai vu le camion des Wagner. Et quand le camion est arrivé, on nous a arrêtés. Ils ont arrêté quelque part. Ils ont fait des trucs, je ne sais pas quoi. Et puis, on est passé. Dès qu'on s'est éloigné, ils sont revenus au-dessus de notre voiture. Jusqu'à Bangui. Bon, quand j'arrive à l'entrée de Bangui, le ciel étoilé a disparu un peu avant que j'arrive à Bangui, vraiment, quoi. Et je retrouve maintenant mes 2-3 étoiles par soir, étant dans la Centrafrique, même dans le pays. Bon, je vais juste me déplacer parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me rejoindre. Et je ne pense pas que ce soit mon ami. Attendez, je ne vais quand même pas faire son interview. Je vais juste me déplacer pour continuer. Voilà. Parce que quelqu'un est venu garer juste à côté. Se coller comme ça, c'est pas normal. Voilà, je recule. Voilà, donc moi je vais derrière. Donc, qu'est-ce que je disais, j'en étais où? Et Voilà, j'arrive en Centrafrique.
Oui, j'arrive en Centrafrique. Je vais donc à la direction de la DST et je dépose une plainte là-bas. On me confie à un général, quelque chose comme ça. Et l'affaire commence là-bas. Mais il contacte l'ambassade du Cameroun puisque je suis entrée avec les papiers, la carte d'identité camerounaise. Donc, il contacte l'ambassade du Cameroun et l'ambassade du Cameroun envoie quelqu'un à la DST. J'ai passé 2-3 jours là-bas. Hein, je dormais à la police. Parce qu'ils n'ont pas, j'avais trouvé un hôtel où j'habitais. Ils ont envahi l'hôtel. Et quand ils ont envahi l'hôtel, je me suis plaint. On a dit que pour ma sécurité, ils préfèrent que je dorme à la DST. Donc, je dormais à la DST. Je dormais pas. J'ai été retirée de l'hôtel. En plus, les gens de l'hôtel ont paniqué. Ils n'avaient jamais vu des engins au-dessus de leur petit hôtel. Ah, c'était pas un gros hôtel. Hein. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont dit, wouhou, à cause de vous, on n'est plus en sécurité. On a peur. Le patron de l'hôtel était complètement en panique. Il se pissait dessus. Donc, on a préféré m'enlever de là. Alors, là-bas, on rencontre le général responsable là-bas en Centrafrique qui connaissait pas tout ça non plus. Mais quelques jours après, moi, je m'installe quand même non, finalement, l'ambassade m'amène à l'ambassade. J'habite à l'ambassade pendant un moment. Les engins se retrouvent au-dessus de l'ambassade. Et je décide de prendre quand même un logement parce que il n'est pas question que je revienne au Cameroun parce que j'ai pas compris pourquoi l'affaire a bloqué au niveau de des services secrets du Cameroun. À ce moment-là, c'est le directeur des services secrets du Cameroun, celui qui est en prison en ce moment, qui est directeur. Il n'est plus directeur. C'est lui qui était là. Et je pense pas que je pense, c'est lui qui a bloqué mon affaire parce que on me l'avait clairement dit qu'il fallait qu'il signe l'autorisation pour que les agents aillent sur le terrain. Et que quand le dossier est arrivé à son niveau, on lui a demandé de signer. Il n'a pas signé. Et quand il n'a pas signé, ça a bloqué. Je pouvais plus. Non, les agents ne pouvaient plus aller sur le terrain. Est-ce qu'on peut, voilà, c'est comme ça que j'ai compris que. Est-ce que vous pouvez nous donner son nom ou bien vous préférez pas? Non, son nom, il est officiel. Il s'appelle, comment il s'appelle? Il s'appelle Eko. C'est ça son nom de famille. Son prénom, c'est quoi encore? Bon, écoutez, avec ça, c'est déjà bon. Donc, vous êtes toujours. Voilà, il s'appelle Eko. Mais je connaissais son prénom, mais je l'ai oublié. Il a 2 prénoms que j'ai oubliés, là, ça m'échappe. Mais il s'appelle, son nom de famille, c'est Eko. C'est lui qui était. De toute façon, tout le monde le sait. Il est en prison. D'accord. C'est le chef des renseignements. Il est en prison depuis quelque temps suite à l'assassinat d'un journaliste. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler d'un journaliste qu'on avait assassiné au Cameroun. Non, mais ça se fait tellement partout maintenant. Voilà, c'est juste après mon affaire, il y a eu un assassinat d'un journaliste au Cameroun et il a été mouillé là-dedans. Et on l'a arrêté ainsi qu'une autre personnalité du pays. D'accord. Donc les 2 sont en prison avec toute leur équipe. On retourne maintenant en Centrafrique. Oui, voilà. Donc là-bas, je reste un moment. Et finalement, je me retrouve à habiter parce que là où j'avais loué, excusez-moi, là où j'avais loué un appartement, parce que finalement, je loue un appartement. Et quand je loue un appartement, on m'enseigne là-bas, je connaissais pas. J'avais pas beaucoup de défense parce que je connaissais pas beaucoup de gens. Et comme ils avaient encerclé le logement, c'était invivable. Je recevais des tirs la nuit, mais c'était terrible. Je criais toute la nuit parce que à l'époque, je supportais pas la douleur comme je supporte la douleur maintenant. Je criais toute la nuit parce que je recevais des tirs de n'importe quoi et je criais. Et j'ai l'impression qu'ils étaient heureux, ceux qui me faisaient du mal. J'avais l'impression parce que plus je criais, plus ils me tiraient dessus. Et depuis que j'écris plus, je pense qu'ils sont découragés parce que j'ai compris que c'était des gens qui étaient heureux quand les autres souffraient. Alors, j'ai déménagé de suite pour me retrouver chez un pasteur qui a accepté de me loger. Enfin, eux, ils ont dit, vous savez, toutes les personnes qui ne connaissent pas ces choses, parce qu'ils ne voient pas le problème, ils s'imaginent que c'est spirituel. Alors, pour eux, tout ça, ça devait être des esprits qui me dérangeaient. Et que c'était mon impression. Donc, ils m'ont dit, mais on va prier quand même parce que Dieu est capable de tout. Mais moi, je savais au fond de moi que c'est parce qu'ils ne me croyaient pas qu'ils voulaient prier.
Parce que leurs prières n'étaient pas comme les miennes. Moi, quand je prie Dieu, je prie pour qu'il brise les gang stalking et leurs armes. Mais eux, ils priaient pour un truc spirituel parce qu'ils ne croyaient pas que ce soit vrai, que ce soit vraiment réel. Je le savais, donc j'ai laissé faire parce que de toute façon, comment faire devant des gens comme ça? Ils ne comprennent pas, c'est tout. Et voilà. Même si on essaie de leur expliquer, ça ne rentre pas dans leur tête. Si on leur donne la lecture, ça les fatigue même de lire. Donc, c'est pas facile de trouver les gens qui cherchent à comprendre. Parce qu'il faut un effort pour chercher à comprendre. Vous savez, ces choses, c'est pas tout le monde. Ça prend l'énergie pour chercher à comprendre et essayer de lire, chercher. Absolument. Et la plus 80% des... Tout à fait. Gisèle, est-ce qu'on peut juste quand même revenir à Bangui et donc ce qui vous arrive là-bas? Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vivre chez les pasteurs et les engins me suivent là-bas chez les pasteurs. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? L'ambassadeur me convoque. Il me dit, il a écrit au président et qu'il faut absolument que je retourne au Cameroun. Le Cameroun va me protéger. Qu'à partir de maintenant, il me promet que le Cameroun va me protéger et que je dois rentrer. Qui ne peut pas accepter que je reste en Centrafrique. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas le choix. J'étais obligée de rentrer parce que c'est l'ambassadeur qui m'a demandé de rentrer. Alors, j'ai eu confiance. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais être protégée. Je rentre au Cameroun. Je reviens donc, j'accepte de revenir au Cameroun. Et quand j'arrive au Cameroun, moi, j'étais en train de jeûner, demander du secours à Dieu. Parce que je ne comprenais pas, je ne savais même pas par où commencer. Je me disais peut-être qu'on va me convoquer quelque part ou quoi que ce soit. Je suis arrivée. J'ai eu l'accueil des gang stalking qui étaient toujours là. Et je suis rentrée chez moi, j'étais en plein jeûne. Dès que j'ai fini le jeûne, j'ai fini aujourd'hui. Le lendemain, on a arrêté le directeur des renseignements, ainsi que toute son équipe. Et il y a eu ce meurtre-là qui avait quelques jours avant. Bon, moi, je me suis dit, et après ça, je suis allée porter plainte, selon les prières que j'avais faites à Dieu. J'avais demandé à Dieu que la plainte que je vais porter, déposer après le jeûne, qu'il fasse que cette plainte porte fruit, que ce soit pas comme toutes les autres. Parce que toutes mes autres plaintes, moi, j'ai pas vu à quoi elles sont servies. Et puis, effectivement, c'est cette plainte-là qui est la plainte de la gendarmerie de mon quartier, et c'est là que l'enquête va être faite. Et c'est là que l'enquête va être complétée. C'est pour ça, quand j'ai dit aux gens que c'est une question, il faut croire en Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Sinon, il n'y aurait même pas eu d'enquête jusqu'à présent. Et je ne suis pas au courant qu'il y a une enquête, moi. Ils commencent l'enquête, ils ne me disent pas moi. J'ai eu des renseignements comme j'ai pu obtenir le nom de la personne qui a embauché tous les autres pour faire l'équipe de gang stalking. Si je vous dis comment j'ai eu ce nom, vous allez voir la main de Dieu. C'est une dame qui me pourchassait. Depuis quelque temps, je la remarquais, je faisais semblant de ne pas la reconnaître. Elle me pourchassait, elles m'ont pourchassé à 4 jusqu'au marché. Elle a garé la voiture, elle a laissé tous ses documents à côté, au siège d'à côté. Et elle est sortie vite de la voiture quand elle m'a vu revenir en face d'elle, parce que j'arrêtais pas de les filmer non plus. Et comme je savais que ici le gouvernement n'était pas avec eux, je me disais toujours, en les filmant, ça peut servir. Et puis, d'un coup, il y a une voix qui me dit, va regarder l'intérieur de cette voiture. Et je suis allée à côté de la voiture, j'ai commencé à lire tout ce qu'il y avait autour, tout ce qu'elle avait laissé à côté. Et c'est comme ça que je vais tomber sur une société de personnel qui engage les gens. Et j'ai le nom du directeur, j'ai tout. Je note tout et je pars. Et là où elle était cachée, on lui a dit que j'étais en train de lire à travers son siège. Elle est revenue vite. Et puis elle me dit en face, que mais ça va te servir à quoi? Même si tu prends tout ça, qu'est-ce que ça va te donner? Et malheureusement pour elle, quand je dépose ma plainte à la gendarmerie après, je mentionne le nom. Je dis c'est cette personne qui les engage. Et pour retrouver cette personne, parce que les noms ici, tu peux trouver la même personne avec le même nom et prénom, tu ne trouves pas la personne. J'ai donné la plaque de la dame et son profil. J'ai dit, pour le trouver, il faut chercher cette dame. Ils sont en relation, cette dame, ils sont en relation. Voici la plaque de sa voiture, telle couleur, tel modèle. Et elle est comme ça. C'est comme ça que la gendarmerie a eu la facilité de commencer son enquête. J'ai mis ça dans la première plainte. Et c'est comme ça que la gendarmerie, quand ils lisent tout ça, ils disent que cette affaire, nous, on va la suivre. Ils décident de faire l'enquête. Mais je me dis aussi qu'il y a sûrement une autorité qui a autorisé l'enquête parce que pour enquêter sur l'ambassadeur de France, sur un ambassadeur, c'est comme un président. Il faut avoir été, selon moi, moi je pense à ma petite intelligence, il faut avoir été autorisé à enquêter. C'est ce que je me dis. Donc, il y a eu l'enquête et puis l'enquête a été complétée et c'est comme ça que
la confirmation sur l'ambassadeur de France a été faite par le Cameroun. Donc, ce que vous Et dites, quand l'enquête a été complétée, oui, à ce stade-ci, Gisèle, ce que vous dites là, c'est que c'est bien l'ambassade de France qui organise votre gangstalking et que l'affaire commence à se savoir et qu'on arrête progressivement les comparses camerounais qui avaient été engagés par le dit ambassadeur. Vous avez encore le nom de cet ambassadeur de France par hasard? Pardon, j'ai pas compris. J'ai quoi? Vous avez le nom de l'ambassadeur de France à ce moment-là? Oui, oui, Thierry Marchand. Thierry Marchand, très bien. Ben, voilà. On se Oui, renseigne. le général Thierry Marchand. Ah, c'est le nom, c'est l'ambassadeur de France. C'est ça, Oui, c'est un général. Un général qui est ambassadeur. Oui, ça dit déjà beaucoup sur les relations de la France-Afrique. Hein. Enfin, bon, soit. Voilà, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre carrément. C'est un général qui est ambassadeur de France au Cameroun. Et donc, le général Thierry Marchand, c'est lui qui dirige toutes ces opérations. Mais au début, quand moi j'arrive, je pensais pas que c'était l'ambassadeur de France. Au début, en arrivant au Cameroun, moi, les mercenaires que j'avais vus, ils ressemblaient pas aux Français. Ils ressemblaient à des, je sais pas. Ils avaient des têtes comme un Ukrainien ou quelque chose. Je me suis dit, et d'autres ressemblaient à des Turcs ou je sais pas. C'était bizarre. Donc je pensais pas que c'était l'ambassadeur de France qui gérait ça ici au début. Et il y a même un journaliste qui m'a dit, c'est les services secrets français qui sont derrière toi. Et je lui ai dit, mais non, blabla, non, même s'ils sont dedans, ils peuvent pas être le groupe principal, c'est la Norvège. Mais c'est quand je réalise que la Norvège n'est plus au Cameroun et tout, et là, je fais la connexion, j'ai dit, mais c'est vrai, le journaliste doit avoir raison. Et quand je dépose la plainte et que je montre tout, l'enquête commence et que l'enquête sort les preuves. J'ai dit donc c'est vrai. C'est la France. C'est la France qui fait tout ça. Donc c'est eux, c'est l'ambassadeur de France qui a engagé tout le monde. C'est lui qui a formé, qui a installé le groupe au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y a gangstalking, mais c'est un seul gangstalking. C'est géré par l'ambassade de France au Cameroun. Donc quand je porte plainte, je suis déjà sûre et certaine à 100% que c'est l'ambassadeur de France. Donc quand je porte plainte, je dis je porte plainte contre l'ambassadeur de France et j'ajoute les noms de celui qui les engage et tout, et je dis comment trouver la personne. Parce que le monsieur s'appelle Djekou Joseph, et ce nom Djekou Joseph, c'est fréquent chez les Bamileke ici au Cameroun. C'est un nom qui est fréquent. On peut trouver beaucoup de Djekou Joseph, donc il fallait que je mette la plaque de la voiture de la dame par qui j'ai eu son nom. Et c'est comme ça qu'il va être facile à trouver. Et moi, je sais que c'est comme ça que l'enquête a été facilitée. Et la gendarmerie commence à faire son enquête et la gendarmerie décide de ne pas m'informer de l'enquête. Donc, je ne suis pas au courant. Moi, je pense que la plainte a été noyée comme les autres. J'attends rien. Et des mois passent. Et je vis dans la souffrance en me disant, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que je vais mourir? Mais avec Dieu, je savais toujours que j'allais pas mourir. Je commençais à réfléchir sur comment quitter le Cameroun. À ce moment, un jour, j'avais tellement souffert, j'ai décidé de retourner à la gendarmerie, leur dire, écoute, je dépose encore une plainte. En fait, je déposais souvent des plaintes en série. Je reviens déposer une autre et une autre. Alors, ce jour-là, pendant une de mes plaintes, il m'a dit, est-ce que vous avez un avocat? J'ai dit, ça c'est mon enquêteur. Est-ce que vous avez un avocat? J'ai dit, bah, mais je peux en trouver un. Il me dit, ok, trouvez un avocat et venez me voir. Moi, je me dis, mais de quoi il parle? Un avocat, je viens le voir, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis rentrée chez moi, je me suis dit, écoute, Gisèle, essaye plutôt de quitter ce pays, va chercher un autre où tu vas trouver asile. Donc, je suis allée à l'ambassade de Russie pour essayer de trouver asile à l'ambassade de Russie. Mais je ne savais pas, parce que les Russes ne t'expliquent pas comment il faut faire. Maintenant, je sais. Moi, j'ai juste demandé asile et eux, ils m'ont posé les questions après. Est-ce que tu as fait ceci, cela? J'ai dit non. Et depuis, ne donnez pas de suite. Je ne savais pas comment il fallait faire. Maintenant, je sais, mais je ne vais pas expliquer tout ça ici. Mais si quelqu'un a besoin de renseignements, je peux lui donner comment le faire. Parce que je sais maintenant, si je veux partir, je saurai comment faire. Donc, à ce moment-là, je reste à la maison.